Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Bonjour à tous, dans l'actualité ce 13h, conférence de presse du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, est revenu sur le processus électoral en cours au Bénin à suivre. L'agence de notation financière internationale FIT améliore la perspective de notation du Bénin. Le pays devient ainsi la première nation à bénéficier d'une révision de perspective de l'agence depuis le début de la crise du coronavirus. Vous en suivrez dans cette édition. Et puis les gestes de solidarité se multiplient dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le dernier enregistré est celui de African Parks qui a offert du gel hydroalcoolique à plusieurs structures. Bienvenue si vous nous rejoignez, on parle de cette conférence de presse présidentielle 2021. Le sujet a fait l'objet d'une conférence de presse animée ce mardi par le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Alain Orunla a clarifié certains points du processus électoral relatif, par exemple, à la réforme du système partisan. Le ministre porte-parole du gouvernement a aussi évoqué le processus de désignation des 3 duos candidats provisoirement retenus par la Sénat pour la présidentielle. Les détails de Jérôme Hongbo, François Zissou et Patrick Nimavo. Liste provisoire des candidats à l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Le vendredi 12 février 2021, la Sénat a publié la liste des 3 candidatures provisoires pour la présidentielle du 11 avril prochain. Les polémiques des acteurs politiques s'en sont suivies et le ministre de la Communication explique toute la bonne foi dont a fait preuve le chef de l'État pour l'heureux aboutissement du processus électoral. Au moment où ces responsables politiques, donc du Parti des démocrates, pourfendaient la réforme, ils n'avaient pas le récépissé. Le président de la République s'est appliqué et a impliqué tous les acteurs de l'administration, je veux parler principalement du ministère de l'Intérieur, afin que le Parti des démocrates, en cours de constitution, obtienne son récépissé contre l'attente même des responsables de ce parti politique. C'est le premier acte important. Le président de la République, toujours en exécution de cet engagement librement pris, a également déployé tout son lobbying afin que les parrainages soient rendus disponibles à tous les candidats et les duos de candidats. C'était sans compter avec l'option prise par les responsables de ce parti politique de bouder ou de contester le dit parrainage. La preuve est que des déclarations même du président du parti, je veux parler de notre compatriote Rondeté Éric, on ne voulait pas de ce parrainage. Et ils ont même affirmé, jusqu'à la date du 4, le dernier jour, le jour de clôture du dépôt des candidatures, alors que cette question du parrainage aurait dû être réglée en amont, a déclaré que même si on les lui offrait, il n'accepterait pas ce parrainage. Ces propos du président du Parti Les Démocrates, ces propos plus virulents d'un autre candidat potentiel qui aurait pu être issu des rangs du Parti des démocrates, je veux parler de M. Aïvo, qui avait parlé d'exploser le parrainage,
suffisent à convaincre de ce que les responsables de ce parti important de l'opposition n'étaient pas dans l'état d'esprit de se conformer totalement à la réforme du système partisan du code électoral dont ils ont voulu une application à la carte. Selon Alain Oronla, ce processus électoral s'est avéré totalement ouvert. Vous vous êtes fait l'écho d'un candidat dont je ne préciserai pas le sexe, dont il est apparu que ce candidat a été admis sur la liste électorale permanente informatisée en cours dans notre pays depuis plus de 15 ans maintenant, et dont il est apparu que ce candidat qui a occupé de hautes fonctions dans notre pays ne figurait pas sur cette liste et a été admis récemment au mois d'octobre. Vous savez bien que sans la carte LEPI, la candidature n'est pas recevable. Ceci a été appliqué lors des élections législatives que j'ai eu le bonheur de connaître et auxquelles j'ai pu participer. Et sans la carte LEPI, beaucoup de candidats, y compris des candidats de la mouvance, ont été écartés parce qu'ils n'avaient pas cette pièce. C'est vous dire que ce n'est pas une pièce anodine et que la démarche de régularisation acceptée par les autorités de notre pays est une démarche qui vient corroborer et confirmer la volonté d'un scrutin ouvert, transparent, équitable, dès lors que les conditions requises par la loi sont remplies. Le porte-parole du gouvernement a relevé le manque de cohérence dans la démarche de certains partis politiques de l'opposition. Saluant les initiatives officielles des deux autres duos, Alain Oronla regrette l'attitude de certains candidats qui, ayant attendu le dernier moment, disent s'offusquer de leur non-parrainage. Quand on va à un examen, on se prépare. Ce n'est pas au dernier jour qu'on va se mettre à courir derrière les parrainages. Un acteur politique responsable se devait, s'il était vraiment intéressé par l'obtention de ces parrainages, depuis que la Commission électorale nationale autonome a délivré les formulaires de parrainage aux élus, eh bien, on pouvait rentrer en pourparlers. Donc, on ne peut pas attendre le dernier jour, le 4 février, jour de clôture, pour dire qu'on n'a pas obtenu les parrainages. Ça n'a aucun sens. Ce n'est pas responsable. Mais quand vous aussi, vous faites l'effort de mettre en parallèle les déclarations virulentes des responsables des formations politiques qui se plaignent de ne pas avoir obtenu les parrainages, vous comprenez qu'ils n'ont pas voulu les avoir. Donc, c'est inutile d'entretenir une polémique oiseuse. Les hommes des médias n'ont pas manqué d'aller au bout de leur curiosité à s'informer. Il y a eu les députés et élus de la mouvance toujours pour expliquer cette question de parrainage, et on a toujours entendu les démocrates, encore et encore les démocrates. Est-ce que cela veut dire ou sous-entend que vous me reprochez au point de tout le temps vouloir faire des sorties pour expliquer? Une réforme qui est portée par des lettres simples, mais qui appelle des interprétations et contre-interprétations de ceux qui veulent embrouiller la pertinence de cette réforme, oblige les députés qui l'ont portée, parce que c'est eux qui ont, la plupart du temps, eu l'initiative de la loi, qui l'ont étudiée lorsque l'initiative ne venait pas d'eux, qui ont amendé et qui finalement l'ont adoptée. Donc, il n'y a rien de surprenant ou de préjudiciable que ces députés montent régulièrement au créneau pour expliquer aux plus sceptiques d'entre nous, c'est-à-dire certaines forces de l'opposition, les dispositions contenues dans cette loi, sans pour autant qu'on y voit les prémices d'un échec. Ces derniers temps, nous avons comme l'impression qu'il y a une cacophonie au niveau de la communication que font les partis de la mouvance. Alors qu'au niveau de l'opposition, on voit que c'est plus ordonné. Est-ce que le chef de l'État ne peut pas régulariser ça? Le gouvernement
ne s'immisce pas dans la gestion de la communication des formations politiques, même si ce sont des formations de la mouvance, et c'est vous qui portez cette appréciation sur cette communication politique qui est différente de la communication institutionnelle, qui est le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Nous ne sommes pas responsables de nos partisans, de nos dirigeants politiques. Nous ne sommes responsables que du mandat que le peuple a confié au président de la République, qui nous a appelés à ses côtés pour faire un travail institutionnel, sans polémique, au service de tous les Béninois, quelle que soit leur religion et leurs opinions politiques. Vous avez parlé d'un candidat qui ne se serait pas enregistré depuis 10 ans sur le fichier électoral qu'il aurait fait. Et il y a quelques mois, je voulais savoir le nom de ce candidat-là. Vous me demandez le nom du candidat qui a été admis à la LEPI. Heureusement, j'ai la réponse de votre collègue Moula Chiro qui dit connaître ce candidat qui aurait été inscrit au mois d'octobre, alors que moi, je ne me souvenais même plus du mois où il aurait été inscrit. Donc, entre vous, vous pouvez partager l'information. Il n'y a aucune raison de s'alarmer. Les différents communiqués, les différentes visites qui sont effectuées dans notre pays sont des visites de courtoisie, des visites de routine, pour s'assurer, comme on le fait, de la bonne santé et de la vitalité de notre démocratie, que nous ne laisserons pas une poignée de minoritaires polluer. Pour le gouvernement, le processus électoral pour la présidentielle du 11 avril prochain est en cours et nul ne saurait l'ébranler. Et puis, depuis plus de 4 ans, le Bénin est de plus en plus présent sur le marché financier international en quête d'investissement pour le financement des projets inscrits au programme d'action du gouvernement, ce qui inquiète des Béninois qui pensent au surendettement du pays. Il n'en est pas question, soutiennent Romia Douadan et José Didier Tonato. Les ministres étaient le week-end dernier face aux jeunes de l'OCOSA. Marcela Rossi nous fait le point. Pratiquement chaque 2 mois, on attend que le Bénin est sur les marchés financiers. Pourquoi un enchaînement d'emprunts ces dernières années? Le Bénin n'est-il pas dans un excès de dette publique? Si le monde entier se met d'accord pour saluer les efforts du Bénin, notamment le caractère sans précédent de la double émission d'Eurobond réalisée en début d'année, nombreux sont encore les Béninois qui s'alarment du niveau d'endettement du pays qui pourtant est loin d'inquiéter. On peut aller jusqu'à 70% de la richesse produite du PIB. On est autour de un peu moins de 45%. 45%, on peut aller jusqu'à 70%. Vous voyez, donc ça veut dire que nous sommes loin, alors là, très loin, d'approcher les seuils d'un pays qui est trop endetté. Mais pour qu'une dette soit efficace, il y a 3 grands piliers sur lesquels il faut faire attention. Parce que je viens de dire que c'est grâce à cet argent-là que l'État travaille pour nous tous, nous former, créer les facteurs de productivité, mais également créer les facteurs pour susciter et maintenir la demande. Il faut, que l'opportunité de la dépense, la nature de la dépense, soit totalement dénuée de tout intérêt partisan politique. Donc le premier facteur sur lequel il faut voir, c'est tout ce qui tourne autour de l'argent ira à quoi? Ok, c'est pour faire un investissement. Cet investissement-là, c'est quel type d'investissement? À quoi ça sert? Quelle est l'opportunité de faire cet investissement? Même si c'est opportun, est-ce que c'est maintenant qu'il faut le faire? Est-ce qu'il faut le faire ici ou là-bas? Donc toutes ces questions sont importantes à adresser de façon non partisane pour que l'investissement soit efficace. Deuxième pilier de point d'attention quand on prend la dette. Vous pouvez prendre une dette aujourd'hui pour dire vous voulez construire ce hangar. Le hangar coûte 100. Mais vous allez prendre 200 et vous faites de la surfacturation. Donc la mauvaise gouvernance sur l'utilisation de l'argent levé est aussi un deuxième facteur d'attention. Le troisième pilier, c'est veiller à une cohérence entre les caractéristiques de la dette et ce qu'on fait avec la dette. Quand on a veillé à ces 3 choses-là, la nature de l'investissement, son opportunité, la gouvernance autour de l'utilisation de l'argent,
la cohérence de la structuration financière. Quand tout ça est bon, la dette n'est qu'une très bonne chose. Le teneur des cordons de la bourse apporte toutes sortes de clarifications à ces jeunes qui veulent tout comprendre. Avant 2016, on avait du mal à trouver du crédit à plus de 10 ans. On a franchi 10 ans. On a fait 20 ans. On a fait 31 ans. Quelqu'un qui vous connaît à peine, qui est prêt à vous laisser ses biens, son argent, à rembourser 30 ans, c'est qui vous fait confiance durablement. Le plus important, c'est que la pression soit soutenable. D'où la question de la soutenabilité, qui se mesure, entre autres, sur 100 francs de richesse produite, combien vous consacrez au remboursement. Dès lors que la dépense publique est plus efficace pour augmenter la production, rien d'anormal d'accroître le rôle de l'État. L'emprunt étant un moyen commode d'y parvenir, l'argentier national, artisan premier de la restructuration de la dette de l'État, se sent d'ailleurs prêt à répéter les opérations tous les jours si cela lui était permis. Si les Africains ne se réveillent pas, et s'ils écoutent, et ils attendent que d'autres viennent faire le développement pour eux, on ne se développera pas. Il faut que ce soit dans nos têtes, ça. Et c'est pour ça que sans complexe, nous affrontons tous les marchés internationaux pour défendre le Bénin et montrer que notre modèle de développement vaut le coup. Le chef de l'État, dans sa tournée, vous a démontré qu'en 4 ans, on a construit plus de stades qu'on a fait en 60 ans d'indépendance. On peut revenir en arrière et faire un marché tous les 30 ans, une rue asphaltée tous les 10 ans. C'est ça que vous voulez ? Une chose à ne pas perdre de vue, le recours à l'emprunt dépend aussi largement des garanties que l'emprunteur est en mesure d'offrir au prêteur. Et là, la question se déplace. La question qu'on devrait se poser, c'est à quoi servent nos dettes ? On prend l'argent pour faire quoi? Et non, pourquoi on s'endette si tant? Au niveau individuel, si vous prenez un prêt, que vous allez faire une boutique, que vous allez investir dans quelque chose qui vous rapporte de l'argent, vous pouvez aller à 200 millions et si vous arrivez, la banque regarde si vous avez des activités qui vous permettent de payer. Ils vont vous donner 500 millions en plus. Le chef de l'État a dit, on ne prête qu'aux riches et c'est vrai. La démonstration de ce que le Bénin n'est pas surendetté, c'est le dernier coup dont on parle si tant. Si on était surendetté, est-ce que vous pensez sérieusement qu'on allait faire ce coup-là d'eurobond et que dans le monde entier, les gens vont faire confiance à ce qu'on appelait le petit Bénin avec autant d'argent? Les gens regardent ce qu'on fait avec l'argent. On fait ce qu'on appelle des investissements productifs qui garantissent le remboursement et surtout le développement. Vous ne croyez pas que ceux qui prêtent là, ils dorment. Avant qu'ils donnent l'argent, on leur dit ce qu'on va faire avec. Avant qu'ils donnent l'argent, on a parlé d'eurobond. Pour faire un eurobond, il faut rédiger ce qu'on appelle un prospectus. C'est un document qui est gros comme ça, dans lequel vous décrivez le pays en long et en large, mais surtout dans lequel vous dites ce que vous allez faire avec l'argent jusqu'au petit centime. Et quand vous revenez une deuxième fois pour demander de l'argent, ils vérifient ce que vous avez fait avec l'argent passé et si c'est conforme. Alors, chaque fois qu'on va et qu'on nous reprête, c'est qu'il y en a qui ont fait la vérification et qui se sont assurés que vraiment l'argent est bien géré. Donc, on doit plutôt se féliciter sur le fait qu'aujourd'hui, l'État du Bénin, nous allons sur tous les grands marchés. Des personnes qui ne connaissent même pas le Bénin, ils sont à Singapour, Hong Kong, Londres, New York, et ils nous prêtent de l'argent. Satisfaits et non plus inquiets, les participants à ces échanges encouragent déjà l'État à aller plus loin que possible. Suffisamment éclairé pour des profanes comme nous. Nous avons eu assez de matière ce soir. Je dirais que je sors de ces échanges-là assez instruite et confortable. Je me sens très bien aguerri parce que plusieurs points d'ombre qui traversaient ma pensée ont été levés ce soir. Je suis très content d'avoir participé à cette séance qui a renforcé encore le niveau de compréhension
et qui a permis donc de renforcer également le niveau de compréhension de la plupart de nos participants. Encourager l'État à faire ce qui est utile. Mais puisque c'est bien géré, le constat est là, il y a de la tangibilité dans tout ce qui se fait. Donc, même si demain l'État va sur le marché financier pour lever encore d'autres fonds, c'est aussi normal. On ne peut pas prêter de l'argent à n'importe qui. Donc plus vous avez la notion de confiance, plus on vous prête d'argent et donc on ne peut qu'encourager l'État. Serait-il exagéré de soutenir que l'économie contemporaine repose sur le crédit ? Nombreux sont quand même ces exemples dans le monde qui permettent de s'en convaincre, du moins de prendre la mesure d'un phénomène essentiel. Et on parle de l'Agence de notation financière internationale, Fitch, qui a rehaussé la perspective de notation du Bénin de stable à positive. Cela fait du pays le tout premier à bénéficier d'une révision de perspective de l'agence depuis le début de la crise liée au coronavirus. Quel est l'impact de cette notation sur l'économie du Bénin ? Je vous propose de suivre les explications du chargé d'études du ministre de l'économie et des finances au micro de Ricardo Loïc Pekou et Calvado Arwan. Le gouvernement du Bénin, sous l'impulsion du chef de l'État, le président Patrice Talon, a initié un ambitieux programme d'action. Et ce programme d'action nécessite des financements importants. Et il se trouve que nous avons fait le choix, pour mobiliser les ressources nécessaires, de rechercher des mécanismes de financement innovants et, à l'instar des grands pays occidentaux, d'aller lever des fonds sur les marchés, tout simplement. Alors, comprenez bien que les investisseurs aujourd'hui qui se trouvent à Hong Kong, à Singapour, à Genève, Londres ou à New York, et qui historiquement ne connaissaient pas le Bénin, ont besoin d'être rassurés. Ils ont besoin de s'appuyer sur un tiers de confiance qu'ils connaissent, comme Fitch ou Moody's ou S&P, qui leur dit « Attention, les fondamentaux de l'économie du Bénin sont sains, vous pouvez sereinement miser sur ce pays sur 10 ans, 11 ans ou 31 ans, comme ça a été le cas au début de ce mois. Cela va nous permettre donc de mobiliser des ressources supplémentaires, effectivement, pour financer le programme d'action du gouvernement, pour relancer l'économie et poursuivre notre croissance. Nous sommes en mesure donc de démontrer la qualité de notre signature et de montrer à quel point le risque de défaut est minime, voire inexistant. Les perspectives sont bonnes pour le Bénin parce que la note qui a été attribuée est une note B qui confirme la résilience des fondamentaux de notre économie face au double choc de la fermeture des frontières du Nigeria et de la Covid-19. Mais cette note est assortie d'une perspective positive. La perspective précédente était stable, ce qui veut dire qu'on ne va ni s'améliorer ni empirer. Mais aujourd'hui, l'agence de notation a assorti notre note d'une perspective positive, ce qui veut dire qu'ils ont confiance qu'à court et moyen terme, l'économie va poursuivre sa croissance et que la situation va s'améliorer. Je souligne que le Bénin est le premier pays à qui l'agence délivre une perspective positive depuis le début de la pandémie de la Covid-19. Nous sommes le seul aujourd'hui pour lequel l'agence considère que les choses vont s'améliorer. Parlons à présent de la tournée de la présidente de l'UDBN, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. C'est une tournée de restitution des résolutions issues du dernier congrès ordinaire du parti. Claudine Prudencio était à Djougou, à Bembereke et à Parakou au contact des militantes et militants de son parti. Elle a insisté sur les objectifs de l'UDBN qui consistent entre autres à promouvoir l'autonomisation des jeunes et des femmes. Ricardo Loïc Pekou et Daniel Adar. Au son et au rythme des tambours, la présidente de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau est accueillie dans la cité des Pétoni. Les militantes et militants de la ville Carrefour et des autres villes de la 13e circonscription électorale se réjouissent de la présence de leur leader. Les femmes n'ont qu'un seul vœu. Toute la population de Djougou, les femmes en particulier, voudraient par ma voix saluer l'initiative de partager directement avec elle les grandes résolutions du 3e congrès de l'UDBN qui, espérons, contribueront au développement des femmes du Bénin et celle de notre commune en particulier. La ville de Djougou, la 3e ville la plus peuplée des grandes villes béninoises, est faite en majorité de femmes et de jeunes. Qui mieux que vous
pour porter la voix de cette ville pleine de fraîcheur? Qui mieux que vous pour faire entendre la voix de la Donga pleine d'énergie et d'amour de la patrie? L'Union démocratique pour un Bénin nouveau reste un parti politique présent dans toutes les communes du Bénin et qui promeut l'autonomisation des jeunes et des femmes. Dans la commune de Djougou comme à Bembereke, le discours de l'Amazone en chef ne varie pas. Le Bénin est un et indivisible. Nous ne reconnaissons pas le sud, le nord, l'ouest à l'est. Non. Le Bénin est un. Ne pensez plus que la présidente reste à Cotonou ou bien à Gomé-Calavi et vous laisse ici. Non. Ce n'est pas facile aujourd'hui d'être chef de parti politique, vous voyez. Et moi, je suis une femme. Je dois concilier beaucoup de choses. J'ai compris que tous les partis politiques ont leur place à Djougou. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Une nouvelle ère et de nouvelles résolutions que la présidente de l'UDBN et les membres de son bureau entendent partager avec les militantes et militants de la commune de Parakou. Dans la cité des Kobourou, on est résolument engagé pour l'autonomisation des femmes. Les militants et militantes des communes de la 8e circonscription électorale, Tchaoro, Ndali, Perere et Parakou, ici présents et représentés, trouvent plus que jamais l'occasion de dire leur attachement en votre personne, en votre lead et à l'UDBN par ses idéaux. Cette fierté acquise et demeurée depuis un moment déjà emballe la base militante et se dynamise. Les jeunes béninois ont faim d'apprendre, les jeunes béninoises ont soif d'opportunités parce que nous sommes leurs géniteurs. Il faut que nous plaidions leur cas. Nous rêvons de grandeur pour nous-mêmes et pour notre pays. Mais nous sommes également conscients de la nécessité de nous préparer, conscients de l'importance de travailler pour donner vie à nos rêves, pour réussir ensemble tout en travaillant main dans la main. Travailler ensemble et dans l'union pour un réel développement du Bénin, c'est le vœu de la présidente de l'UDBN. Le bien-être des femmes et des jeunes reste sa priorité. Chers soldats Amazone de l'UDBN, je vous remercie pour tous ces efforts. Je vous dis que vous ne serez pas déçus. C'est pour ça que nous sommes venus en forte délégation ici. Vos différentes doléances sont notées par celle qui s'occupe des affaires sociales. Elle est à côté, elle a son calepin, elle note tout. Nous allons revenir ici pour réaliser tout ça. Ne vous inquiétez pas. En attendant, les militantes et militants UDBN de la 8e circonscription électorale peuvent être fiers de la variété culturelle qui les caractérise. Parlons à présent de cette séance d'échange entre la Direction générale des impôts et la presse béninoise au menu des discussions avec les responsables d'organes de presse, les tenants et aboutissants de la réforme des factures normalisées. La rencontre a eu lieu à Cotonou, Blaise Adanko et Jules Akoiko. Une équipe de la Direction générale des impôts face aux professionnels des médias. Avec la presse béninoise, Nicolas Yanoussi et ses collaborateurs donnent des informations sur la réforme des factures normalisées. Dans un premier temps, un rappel est fait sur l'historique de cette réforme. Cette réforme a été autorisée en Conseil des ministres le 27 septembre 2017. Et on a démarré en avril 2018 par une phase pilote. Ce n'est qu'en décembre 2019 que la réforme a été généralisée et on a laissé un temps aux entreprises pour se mettre au pas. La mise en place de cette réforme a abouti à la confection de 2 outils, à savoir les MECEF, machines électroniques certifiées de facturation,
et la plateforme EMCF. On prend les machines physiques, nous avons deux types. Il y a les UF, unités de facturation, et les MCF, modules de contrôle de facturation. Alors, mais lorsqu'il s'agit de machines virtuelles, il suffit simplement d'aller sur la plateforme i-mcf.impo.bj. Aujourd'hui, la Direction générale des impôts a mis en place un système dématérialisé, le IMCF, qui permet aux consultants individuels, aux prestataires de services et aux autres entreprises de délivrer leurs factures normalisées directement en ligne sans avoir besoin d'acquérir une machine. La réforme des factures normalisées présente plusieurs avantages. Ils ont été dévoilés aux hommes des médias. Il s'agit notamment de l'amélioration de la comptabilité des entreprises et surtout l'assurance du reversement de la TVA dans les caisses de l'État. En invitant les journalistes à cette séance d'échange, la Direction générale des impôts veut investir la presse comme son ambassadeur auprès du grand public. Le contribuable béninois a besoin d'être éclairé non seulement sur ses obligations, mais aussi sur ses droits. Et je n'ai aucun doute que les médias constituent les vecteurs d'information par excellence sur lesquels il faut s'appuyer pour atteindre le public. Je souhaite donc que vous soyez les ambassadeurs de la réforme des factures normalisées. Des mesures incitatives sont également mises en place pour accompagner les entreprises et les contribuables dans le cadre de cette réforme. En retirant leurs factures après les achats, les consommateurs, quant à eux, pourraient remporter des lots grâce à la tombola organisée par la Direction générale des impôts. Les gestes de solidarité se multiplient dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Le dernier en date est enregistré celui de African Parks qui a offert du gel hydroalcoolique à plusieurs structures. Jean-Claude James et Patrick Imavo nous en disent plus. Remise symbolique du don. Un exercice assuré par le représentant de African Parks, cette organisation qui a eu le sens du partage après avoir bénéficié d'un lot de gel hydroalcoolique de la société japonaise Saraya. Nous avons, dans un élan de solidarité, fait le choix de partager ce don à l'échelle nationale. En effet, sur les 2682 cartons reçus, soit 67 050 flacons, nous avons décidé de mettre des lots à votre disposition suivant la répartition ci-après. 100 cartons flacons au profit du ministère de la Santé publique, 40 cartons au profit du ministère du cadre de vie et du développement durable, 100 cartons au profit de la Direction générale des eaux, forêts et de chasse, DGEFC, 20 cartons au profit du Centre national de gestion des réserves de la faune, PDC-NAGREF, 20 cartons à l'Agence nationale de la promotion et développement du patrimoine touristique, abrégé ANPT. Le reste sera distribué au niveau des parcs et dans les localités riveraines. Nous saisissons cette occasion solennelle pour remercier au nom d'African Parks la société Saraya pour cet appui important qu'ils ont apporté au Bénin et au Congo. Nous espérons que ces lots de gel vous seront utiles pour renforcer un tant soit peu la prévention et la lutte contre le Covid. Un appui qui tombe à pic selon les représentants des structures bénéficiaires. Gratitude et promesses étaient leurs maîtres mots. Des informations qui sont fournies ces dernières semaines, ces derniers mois, montrent une recrudescence de cette pandémie-là. C'est pour cela que ce geste-là de African Parks vient à point nommé pour contribuer à lutter efficacement contre cette pandémie. Ce geste nous va droit au cœur. Je voudrais saluer le geste de solidarité et le sens de partage d'African Parks. Au nom du ministre de la Santé, je voudrais vous rassurer qu'un bon usage sera fait de ce don. African Parks n'est pas à son premier geste depuis le début de la pandémie.
Cette organisation de conservation a déjà offert aux populations des dispositifs de lavage des mains et des masques de protection après des séances de sensibilisation au respect des gestes barrières. Ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur l'ORTB. Passe en vous.